Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlons des résurrectionnistes de Montréal. Avec ses centaines de cas de fantômes répertoriés, Montréal mérite amplement sa réputation de ville la plus hantée d'Amérique du Nord. Et la mission de Montréal Hanté est de vous les faire découvrir à travers une tournée des bars, des visites thématiques et des recherches sur le paranormal. Pour en savoir plus, je vous encourage à suivre les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. Pour la majorité du 19e siècle, Montréal a eu un grave problème de vol de corps. Avec la fondation de l'Université McGill en 1821, le département de médecine avait besoin de cadavres pour sa classe d'anatomie. Malheureusement, à l'époque, il était illégal de procéder à des dissections humaines, sauf si cela faisait partie du châtiment d'un criminel. En effet, pour les pires criminels, cette peine ultime et honteuse était parfois inscrite dans la sentence prononcée par les juges locaux. Par exemple, un humble tavernier nommé Charles Gagnon a été condamné à la pendaison après le meurtre brutal d'un client nommé Joseph Vaux, dit Jean Vaux, le jour de Noël 1832. Après avoir été pendu à l'ancienne prison de Montréal, son corps a été récupéré par le personnel médical de l'Université McGill. La Gazette a fait remarquer que c'était l'achèvement définitif de la terrible phrase qui consignait le corps du meurtrier au couteau de l'anatomiste. Fait intéressant dans cette affaire, les amis de Charles Gagnon se sont cachés à la faculté de médecine avant que son corps soit arrivé et ont plus tard volé le cadavre, le ramenant à la paroisse Saint-Laurent dans l'actuel Laval, où ils ont prié le prêtre de l'enterrer dans un lieu sacré. Selon le journal, le curé de cette paroisse a refusé la sépulture et a informé les professeurs qui ont fait rapporter le corps dans la salle de dissection. Étant donné la grave pénurie de cadavres légaux à disséquer à Montréal, les professeurs étaient soulagés que leur trésor macabre, le cadavre de Gagnon, soit retourné au théâtre d'anatomie. Comme il était rare de recevoir des criminels exécutés, professeurs et étudiants ont dû faire preuve de créativité dans leur quête constante de nouveaux corps. La seule solution réaliste était le cambriolage ou le vol de corps. Des étudiants en médecine ont volé des corps de cimetières et de charniers et les ont ramenés en contrebande à l'université. Avec un clin d'œil au gardien de nuit, le corps était traîné dans le théâtre d'anatomie. Dans les premiers temps, ces résurrectionnistes formaient un groupe très intelligent. Les cadavres étaient exhumés la nuit et rapidement dépouillés de leurs vêtements et bijoux pour éviter toute accusation formelle de vol. Le cadavre n'était pas légalement désigné comme propriété privée. Une fois dépouillé, le cadavre était rapidement emmené à la salle de dissection. L'un des premiers épisodes de vol de corps entraînant des problèmes au sein de l'élite montréalaise s'est produit dans la ville de Chambly en 1843. Les pilleurs de tombes ont volé le cadavre d'un sergent respecté du 425e régiment et ont laissé son cercueil et ses vêtements éparpillés sur la pierre tombale. C'était une affaire extrêmement scandaleuse. La police a été convoquée et a rapidement retrouvé les étudiants dans une ancienne maison de seigneurie pour découvrir que le corps du milicien avait déjà été disséqué et jeté dans un coffre-fort. Le Montreal Transcript était scandalisé et dénonçait les étudiants. Les Montréalais connaissaient l'héritage tordu de William Burke, un criminel écossais qui a assassiné des gens à Édimbourg, en Écosse, dans les années 1820, afin de pouvoir vendre leur corps à des écoles de médecine. La police d'Édimbourg a finalement attrapé Burke et il a été condamné à être pendu puis disséqué en public. Rappelant les sacrifices de miliciens pour l'Empire britannique et ses nombreux honneurs militaires, le Montreal Conscript conclut que le moindre auquel le soldat pouvait s'attendre était que, lorsque destiné à sa tombe, ses restes demeurent honorés et tranquilles. Le scandale secoua tellement la société que le gouvernement a agi et a adopté à l'unanimité la loi réglementant et facilitant l'étude de l'anatomie en décembre 1843.
Celle-ci proclama que le corps de toute personne décédée sous la garde d'une institution financée par le gouvernement devait être remis aux écoles de médecine, à moins que le cadavre ne soit réclamé dans les 48 heures par un ami ou parent de bonne foi. En substance, la loi prévoyait que ceux bénéficiant des œuvres de bienfaisance, tels que les démunis, les insensés, les condamnés et les enfants décédés dans les orphelinats, seraient livrés à la science, sauf si le corps était réclamé. Malheureusement, malgré la loi, il y avait toujours pénurie et le vol de cadavres se poursuivait sans relâche. Le fait était que les voleurs de corps pouvaient gagner beaucoup d'argent par cadavre. De nombreux étudiants fréquentaient l'université de cette manière et étaient absolument ravis de l'inauguration du cimetière Mont-Royal en 1852, suivi du cimetière catholique Notre-Dame-des-Neiges 2 ans plus tard. Non seulement ces parcelles funéraires étaient-elles isolées sur la montagne, mais elles n'étaient pas très éloignées du pavillon de médecine de McGill. De plus, depuis les cimetières, tout était en descente jusqu'au campus, ce qui rendait le vol de corps plus facile que jamais à Montréal. Les vols de corps constituaient souvent une activité hivernale, le sol gelé empêchant l'enterrement des corps. Jusqu'à ce que le sol soit dégelé, les cadavres étaient stockés dans des charniers, une cible facile pour les étudiants souhaitant voler les corps. Une excursion hivernale consistait à se rendre au cimetière la nuit, dans un des charniers, retirer les cadavres de leur cercueil, puis les faire glisser sur la pente couverte de neige. Un professeur, Dr. Shepard, a rappelé que les étudiants qui cambriolaient les cimetières du Mont-Royal enveloppaient les corps dans des couvertures et les glissaient sur les pentes du chemin de la Côte-des-Neiges. Parfois, il y avait un incident dans lequel le corps tombait dans la rue à la vue des passants. Pour éviter toute suspicion, les étudiants expliquaient qu'il y avait eu un accident mortel de luge, d'où le corps nu étalé sur les routes enneigées. En 1858, le scandale retentit à nouveau lorsque le cadavre de la veuve d'un soldat de haut rang, le capitaine Spillane, a été volé dans la morgue de l'Hôpital général de Montréal. Le corps avait été réclamé de manière appropriée. Cependant, lorsque les participants aux funérailles ont ouvert le cercueil, ils ont trouvé 2 gros biodégradables à la place du cadavre. Le Montreal Herald a rapporté un linceul avait été soigneusement ajusté sur les billots sur lesquels avait été placé avec une grande ingéniosité cruelle le bonnet de la dame décédée. Après cette publication, une foule en colère se rassembla et commença à chercher les coupables. Terrifiés, les résurrectionnistes ont jeté le cadavre nu de la veuve Spillane dans un terrain vague au coin des rues Sainte-Catherine et Guy, puis se sont enfuis aussi vite que leurs jambes pouvaient les emporter. Peut-être encore plus scandaleux, était une situation décrite en 1862 dans le journal de Griffith Evans, étudiant en médecine à McGill. Un groupe d'étudiants avait volé un cadavre dans un cimetière de campagne et ont été trahis par leurs aides lorsque la famille en deuil a annoncé une récompense pour la récupération du corps. Lorsque le cadavre a été retrouvé à l'Université McGill, le Conseil des gouverneurs s'est excusé auprès de la famille et a présenté des assurances publiques que dorénavant, ils n'accepteront aucun cadavre dans la salle de dissection, sauf par la procédure standard. Cependant, ce fut une promesse vide. Evans explique que la procédure standard est qu'ils viennent des États-Unis où de nombreux Noirs sont obtenus à bas prix, emballés dans des caisses et passés à la frontière comme des provisions de farine. Evans même a ajouté qu'il était assez rare qu'il dissèque le corps d'un blanc pendant ses études à McGill. Dans une autre mésaventure, il rapporte qu'un jour d'hiver en 1862, il s'apprêtait à disséquer un cadavre lorsque le calme du théâtre d'anatomie de McGill a soudainement été brisé. 2 étudiants qui avaient volé le corps dans un cimetière inconnu l'entraînaient pour une autopsie lorsqu'un autre étudiant entra. Essoufflé, il a déclaré « Bon Dieu, c'est ma tante! Son fils assiste à un cours de chimie et sera bientôt ici. » Avec cela, le neveu angoissé s'est évanoui, et ceux dans la salle de dissection ont paniqué. « Qu'est-ce qu'on va faire? » demanda l'un d'eux. Un autre a répondu « Dissèque rapidement la peau du visage. »
Alors que le neveu était en train de ressusciter, les deux étudiants ont saisi leurs instruments et se sont immédiatement mis à enlever le visage de la femme morte qui devenait complètement méconnaissable. Selon Evans, quand le fils endeuillé est arrivé, il est allé voir le nouveau corps blanc, a plaisanté gaiement avec les dissecteurs et les a félicités pour leur aventure réussie. Il s'est ensuite mis à disséquer sans le savoir sa propre mère. La même année, une publication intitulée Once a Week, une fois par semaine, imprimée à Londres par Bradbury et Evans, a publié un article intitulé Nip Damon dans le volume 6. Le récit dérangé d'une horrible apparition qui aurait descendu la montagne dans un cercueil est clairement inspiré de l'histoire du fantôme de Simon McTavish. Après la mort prématurée du baron de la fourrure écossais en 1804, son fantôme aurait terrorisé les citoyens en faisant de la raquette ou de la luge sur la montagne. McTavish avait laissé un château abandonné sur les pentes du campus McGill. Au fil du temps, le château a commencé à se décomposer lentement et s'est effondré. Le bétail errait à l'intérieur l'été, et en hiver, la neige lui donnait une apparence inquiétante. Il était gris, sombre et presque comme un crâne, ses fenêtres vides fixant la ville en bas. Plus haut sur la pente se trouvait un mausolée qui abritait la dépouille de McTavish. L'université McGill a été fondée en 1821 et on dit que des étudiants se rendaient au caveau de sépulture en hiver en portant des raquettes et criant pour tenter d'éveiller le fantôme de McTavish. En 1827, les étudiants sont allés un peu trop loin. Les serrures de la voûte ont été brisées et l'intérieur de la tombe a été violé. Un article indigné a été publié dans la Gazette condamnant ce vandalisme. Le serrurier a par la suite déclaré qu'il avait senti une présence effrayante dans la chambre forte et avait remarqué que le cercueil de McTavish était tombé par terre, renversant tout son contenu. Sans s'aventurer à l'intérieur, il a rapidement réparé la serrure et s'est enfui. Il ne fallut pas longtemps avant qu'on dise que le château était hanté. Certaines personnes ont signalé des esprits entrant et sortant des portes et des fenêtres et d'horribles gémissements venant de l'intérieur du bâtiment inachevé, tandis que d'autres ont déclaré qu'un fantôme dansait sur le toit. Plus étrange encore, on disait que McTavish pouvait être vu certains soirs en train de glisser sur le Mont-Royal, pas sur un traîneau, mais dans son propre cercueil. Alors que beaucoup de Montréalais croyaient au conte et arrêtaient leurs activités hivernales sur les pentes, les sceptiques de l'époque affirmaient qu'il s'agissait probablement uniquement des résurrectionnistes qui glissaient des cadavres des cimetières du Mont-Royal au McGill Medical Building et non du fantôme de McTavish. Quoi qu'il en soit, l'histoire a attisé l'imagination à Londres. En 1861, la ville de Montréal a enterré l'histoire des fantômes McTavish au sens figuré et littéralement, en démolissant son château en ruine et enterrant littéralement son mausolée pour le protéger de tout vol. Mais à mesure que les années passaient, le vol des corps ne cessait pas. Le cas le plus notoire est peut-être celui de février 1871, lorsque les corps de 2 religieuses catholiques ont été volés dans la crypte d'une église à la Chine. Le public a explosé de fureur. La Gazette a déclaré « Il n'y a encore jamais eu de cas de ce genre de nature plus répugnante ». Les prêtres ont tonné des chairs, les citoyens scandalisés ont écrit des lettres à l'éditeur et une grande récompense leur a été offerte pour le retour des corps sacrés. Peut-être effrayés par la colère de la population, les voleurs ont paniqué et ont caché les corps dans un banc de neige. Ils ont ensuite concocté un stratagème par lequel ils réclameraient anonymement la récompense en échange de la localisation des cadavres maintenant gelés. L'Église a obéi et l'indignation du public n'a fait qu'empirer. Les journaux anglais les décrivaient comme impitoyables, des cauchemars, des voleurs macabres, de crapules consommées, des groupes d'étudiants à moitié ivrognes et blasphématoires, dont les transactions dégoûtantes équivalent à des atrocités et un sacrilège diabolique.
Un citoyen anonyme a même publié un avertissement dans le Montreal Star intitulé « Attention, voleurs de corps » le 11 février 1871. Nous avons vu aujourd'hui une arme formidable qui vient d'être forgée pour le gardien du cimetière Notre-Dame-des-Neiges. L'arme des proportions impressionnantes et sera chargée avec environ 8 onces de chevrotine. Les parties qui planifient un raid sur le lieu ci-dessus feront bien de se rappeler la formidable arme qui est maintenant dans les mains du gardien alerte. Une bande de profanateurs de tombes fournirait probablement assez de sujets à la salle de dissection pour plusieurs semaines. La réputation des étudiants en médecine continuait à s'effondrer. La Gazette a même prétendu que les résurrectionnistes étaient capables d'assassinats, de sang-froid et d'infanticide, ce qui ne les rendit que plus notoires et méprisés au fil du siècle. En 1889, un citoyen du nom de R.S. Wright, diplômé de McGill, écrivit une lettre au Daily Witness intitulée « Une parodie de la mort ». Wright s'y plaint de la présence d'étudiants des universités McGill et Laval qui ont fait défiler des restes humains dans les rues lors d'un carnaval. Il raconta qu'il vivait dans une résidence de McGill et décrivait les étudiants en médecine comme suit. Parmi eux, il y avait une clique qui exhibait des ossements humains et parlait de fabriquer des sachets de tabac en peau humaine, etc. Ils étaient extrêmement ivres et immoraux. Et je voyais parfois l'un d'eux, la tête penchée par la fenêtre, vomir de l'alcool dans le quadrilatère. Après que cette bande eut menacé de jeter l'ami de Wright dans une fosse sous le collège, dans laquelle des déchets provenaient de la salle de dissection et d'autres ordures étaient jetés, il a déclaré « Depuis lors, j'ai eu une très mauvaise opinion des hommes qui exhibaient des os et des crânes, ou pire, des pantoufles en peau humaine. » Il poursuit. Seuls des sauvages se moqueraient des restes humains ou les exposeraient en pantomime. Il souligna ensuite que les Premières Nations font généralement preuve d'un soin extraordinaire pour les restes humains et y consacrent les cérémonies les plus fastidieuses. Et lorsqu'une place est consacrée à des rites funéraires, une punition sévère s'empare de ceux qui la violent. Il fut vite évident que la situation devenait incontrôlable. L'illustre anatomiste montréalais Francis Shepherd s'est rappelé qu'au début des années 1880, que la faculté de médecine de McGill payait des voleurs de corps entre 30 et 50 $ par cadavre, une somme substantielle à l'époque. En effet, entre décembre 1882 et mars 83, 26 épisodes de vol de sépulture ont été rapportés à Montréal, ce qui a incité la population à demander un renforcement de la législation. En 1883, la loi sur l'étude de l'anatomie a été adoptée le 30 mars. Cette loi a effectivement servi à renforcer et à habiliter la loi de 1843 par la coercition et la punition. Tous les hôpitaux, orphelinats, prisons, maisons de pauvres et autres œuvres de bienfaisance financées par le gouvernement ont été contraints de remettre les corps de ceux qu'ils y étaient morts et la période de réclamation a été réduite à 24 heures. Les écoles de médecine qui se procuraient des corps auprès de qui que ce soit, à l'exception d'un inspecteur municipal en anatomie, se voyaient imposer une amende pouvant aller jusqu'à 200 $. Tout comme les œuvres de bienfaisance financées par le gouvernement qui refusaient de livrer leurs morts non réclamés. Alors que l'orphelinat Saint-Patrick s'y opposait initialement, le gouvernement les a forcés à envoyer les cadavres d'orphelins à l'inspecteur municipal en anatomie sous la menace de sanctions. La loi du Québec sur l'anatomie a été un succès indéniable. En mars 84, le Journal médical et chirurgical canadien annonçait qu'aucun cas de cambriolage de tombes n'avait été signalé au Québec cet hiver-là. Les exigences des facultés de médecine ont été amplement satisfaites. Et ainsi,
Les heures sombres et dérangées de vols de corps se sont terminées de façon fracassante. L'époque des vols de tombes à Montréal était effectivement terminée et les exploits tordus des résurrectionnistes ont commencé à s'effacer de la mémoire populaire. Au 20e siècle, toute mention de vol de cadavres était pratiquement disparue. Cependant, comme le mentionnaient les premiers numéros du McGill Daily, l'héritage de ces braves résurrectionnistes a survécu dans la faculté de médecine pendant des décennies. Chaque année, les étudiants célébraient King Cook, le gardien de la faculté de médecine, qui aidait les étudiants à faire entrer furtivement des cadavres volés sur le campus. Ces célébrations consistaient en un défilé sur la rue Sainte-Catherine et en des productions théâtrales humoristiques. Le célèbre professeur Stephen Leacock les appréciait particulièrement. La fameuse King Cook Celebration a eu lieu pour la dernière fois en 1926 et depuis lors, l'histoire des pillages de corps faits par des étudiants en médecine a largement été oubliée. Cependant, ces histoires sombres et tordues n'ont jamais totalement disparu de l'imagination des Montréalais. En effet, ils font un retour depuis que Montréal Hanté a commencé à ressusciter l'histoire de McTavish en effectuant des recherches approfondies et en offrant des visites hantées à sa tombe à partir de 2011 avec la visite Mont-Royal Hanté. Montréal Hanté veut s'assurer que cette partie trouble de l'histoire médicale et du patrimoine de la ville ne soit jamais oubliée. Voilà qui était notre petit tour d'horizon de ce pan de l'histoire de Montréal, aujourd'hui méconnu. Si vous en savez plus et vous voulez nous partager peut-être des histoires de famille, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, aimer la vidéo et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. D'ici samedi prochain, je vous souhaite une bonne semaine et gardez l'œil ouvert. On ne sait pas quels fantômes peuvent descendre du Mont-Royal.